Bien. Bonjour. Nous allons reprendre notre cours de gestion financière avec aujourd'hui une discussion sur un sujet très important dans la gestion financière et dans la finance de manière générale, à la fois sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique, puisque les entreprises y accordent une importance toute particulière, c'est celui de, du choix d'investissement et de la discussion autour de la problématique de l'investissement. Investir a toujours été un moteur, non seulement sur le plan macroéconomique, au niveau national, un moteur pour l'emploi, un moteur pour la croissance économique, un moteur pour la performance de l'entreprise, et les pouvoirs publics comme les responsables de l'entreprise, eh bien, accordent à cet aspect de la gestion et de la finance une importance tout à fait particulière. Alors, de quoi s'agit-il et comment on peut aborder la problématique de l'investissement et de sa rentabilité et du choix qui est fait dans l'entreprise? Tout d'abord, l'entreprise n'investit pas tous les jours, c'est une décision qui n'est pas une fonction linéaire. Elle est sporadique, elle arrive une fois de temps en temps dans l'entreprise, soit à l'occasion d'un grand projet d'investissement, d'une extension d'une ligne de production, d'un renouvellement d'une mobilisation, d'une création d'entreprise, d'une création diversifiante de l'activité de l'entreprise. Donc, les occasions sont différentes, mais la finalité est toujours la même. La finalité, c'est celle justement pour l'entreprise d'arriver à une croissance et d'atteindre un niveau de rentabilité et un niveau de performance de manière générale importante. La décision d'investir, tout d'abord. La décision d'investir est une décision de type stratégique. Parce que quand on investit, ça engage l'entreprise sur le long terme. D'ailleurs, vous avez vu, y compris dans la structure comptable, que par exemple, les immobilisations qui figurent au bilan sont des immobilisations qui ont une durée supérieure à une année, bien supérieure à une année, c'est-à-dire un ensemble d'années. Quand on achète des immobilisations, des machines lourdes, ben, elles sont supposées rester une dizaine d'années comptables ou fiscales, mais en réalité, ils ont une durée économique quelquefois de très loin supérieure à la durée comptable ou à la durée fiscale d'amortissement. Bien. Donc, c'est quand même une, une, une présence lourde et longue, et y compris sur le plan financier. Donc, c'est quand même un engagement financier de longue durée. Le moyen financier le plus approprié pour financer ces investissements, c'est bien sûr une partie de capitaux propres si possible, mais surtout le crédit de longue durée auprès de la banque. Alors, maintenant, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de décider de pratiquer l'investissement en lui-même et l'aspect du financement et du choix. Deux décisions qui relèvent techniquement de deux entités différentes dans l'entreprise. Pour ce qui est de l'étude financière et la recherche des ressources financières nécessaires, ça relève de la direction financière. Donc la direction financière fait son travail parce que la direction générale lui demande de voir un peu quels sont, pour un projet donné, sur plusieurs variantes éventuellement, comment se situe et où se situerait le niveau de rentabilité nécessaire, parce que les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires, vont exiger de l'apport financier un niveau de rentabilité minimum, en dessous duquel ils ne s'engagent pas. Bien. Alors, le financier va se faire son travail d'étude financière pour voir justement quel est ce projet, quelle est la rentabilité d'un projet ou quelle serait la rentabilité d'un des projets parmi d'autres, n'est-ce pas, celui qui sera le plus rentable et qui pourrait être pris. Alors, là,
Quand il y a plusieurs projets, la direction financière fait l'étude et puis fait un classement sur la base du critère de rentabilité. Celui-là, le premier rapportera beaucoup plus que le deuxième, qui rapportera beaucoup plus que le troisième, et ainsi de suite. Bien. Sauf que la décision de s'engager, elle relève de la direction financière. Elle relève de la direction financière parce que la direction générale, elle prend les décisions de type stratégique. Les décisions de type stratégique sont les décisions qui engagent l'entreprise sur une période de longue durée. C'est d'ailleurs sa spécialité et son droit d'ailleurs. C'est quelque chose qui relève, c'est une décision qui relève de la direction générale de l'entreprise de manière collégiale, c'est-à-dire que en fait, c'est le conseil d'administration qui va travailler et se décider sur l'adoption ou la non-adoption d'un projet donné. Bien. Ce n'est pas une décision individuelle et ne sera même pas la décision du directeur général. Non, jamais. C'est une décision de type collégial. C'est pour cette raison que d'ailleurs dans les sociétés anonymes, eh bien, on met en place des organes de gestion qui sont composés d'un certain nombre de personnes qui sont des administrateurs. Bien. Et la décision est prise après discussion de manière collégiale, collective, pour qu'on puisse justement se mettre d'accord sur les critères qui permettent de faire le choix de tel ou tel type d'investissement. Alors, le critère maintenant, puisqu'on en parle, le critère de choix d'investissement pour la direction générale n'est pas le même que les critères qui ont été adoptés par la direction financière. Quand la direction financière classe les projets, il va les classer 1, 2, 3 selon leur degré de rentabilité, mais la direction générale ne voit pas que la rentabilité financière. Elle voit les considérations stratégiques. Il est possible qu'elle choisisse le deuxième, voire même le troisième. Si ça rentre dans sa politique stratégique de développement futur, il est possible qu'elle ne prenne pas obligatoirement le projet qui a été considéré comme plus rentable par la direction financière. Car il ne rentre pas dans la politique générale de l'entreprise par rapport à son développement futur. La direction générale peut accepter de s'engager dans un projet qui ne lui rapporte pas tout de suite de l'argent, une bonne rentabilité ou la meilleure rentabilité possible, sachant qu'il va rentrer dans ses plans stratégiques de développement futur, car elle va développer des produits dans le futur qui seront complémentaires ou qui nécessitent ce type de fabrication et ainsi de suite. Donc les choses ne sont pas du tout les mêmes que l'on se mette dans une optique ou une autre. Très bien. Sur un autre plan, l'investissement est une action ou une réflexion qui se situe obligatoirement dans le long terme. Alors, comment on va voir la problématique de l'investissement par rapport au contexte du savoir et de la pratique de gestion dans l'entreprise, nous pouvons regarder la pratique, les différentes pratiques, les différentes disciplines et comment elles se rapportent par rapport au temps. Alors, par exemple, l'entreprise enregistre ses opérations dans sa comptabilité générale. Alors, dès lors qu'on a inscrit une opération, on parle déjà au passé, parce que effectivement, lorsqu'on écrit le journal d'aujourd'hui, eh bien, on l'écrit et on écrit les opérations au fur et à mesure de leur réalisation. Donc, on a l'opération qui a été faite ce matin très tôt. Donc, voilà, on l'a inscrit par rapport à la date d'aujourd'hui. Mais en réalité, dès lors qu'on l'a inscrit, elle est déjà passée, elle est finie. Donc, elle est déjà dans le passé. Et puis, bon, le travail qui sera fait après sur la consolidation dans le grand livre, dans le tirage des soldes et après sur le report dans la balance avant inventaire et la balance après inventaire,
et puis l'établissement des documents de synthèse, tout ça, ça se fera plus tard, mais en réalité, ça se rapporte à des informations passées. Donc le bilan et le CPC sont des documents de synthèse qui en réalité relatent du passé. Bien. Donc sauf si on s'inscrit dans une perspective donc de prévision, de faire un CPC prévisionnel ou un bilan prévisionnel. Mais en comptabilité générale, celle qui est obligatoire par la loi, eh bien, on est obligatoirement dans un espace de temps passé. Bien. Lorsque on est en train de calculer les coûts, quel est le coût, quel est le coût de réalisation de tel ou tel type de produit, quel est le coût d'un service dans l'entreprise, quel est le coût de production, quel est le coût lié au transport, quel est le coût lié à un certain nombre d'aspects de l'un des aspects techniques, et pratiques et opérationnels de l'entreprise, on s'inscrit obligatoirement également dans le présent. On est en train de voir ici et maintenant quel sera le coût des intrants de l'entreprise, et à partir de là, on peut déterminer aussi un prix, une marge et ainsi de suite. Les disciplines qui s'inscrivent dans l'avenir sont des disciplines de prévision. Alors, les prévisions budgétaires, par exemple, la gestion budgétaire. Quand on travaille avec un système budgétaire, eh bien, on se dit, ben voilà, normalement, nous avons des coûts standards qui ont été tirés de la comptabilité analytique. Le coût standard, et ces coûts standards vont nous permettre de dire qu'en réalité, pour fabriquer dans l'avenir les produits donnés ou pour une extension ou autre, eh bien, on prévoit pour l'année prochaine un budget détaillé pour la production, pour la distribution, pour le stockage, pour le transport et ainsi de suite, pour tous les aspects pratiques de l'entreprise. On prévoit pour l'avenir, n'est-ce pas, disons, des réalisations données, chiffrées. En réalité, ces réalisations chiffrées, on les prend à partir des éléments passés et puis de l'ambition d'aller toujours un peu plus loin avec un niveau de croissance qu'on souhaite, mais qui est réalisable. Bien. À partir de là, donc on travaille sur la partie très de court terme, c'est-à-dire c'est un avenir, mais un avenir, disons, proche. La technique budgétaire est une technique qui est généralement annuelle, cadencée sur l'année, avec des pas de 1 mois. C'est-à-dire, on divise l'année en mois. Bien. Quelquefois, même, on peut travailler sur les semestres ou les trimestres. Les trimestres, comme ça, à partir des réalisations, on essaie de faire ce qu'on appelle des budgets glissants. Ça veut dire que chaque 3 mois, on passe à 3 autres mois, ce qui nous fait le 6 mois, le semestre. Et on continue encore une fois en faisant glisser notre budget et en le corrigeant en fonction de ce qui s'est passé. Plus la durée de prévision est lointaine, plus elle est imprécise. Donc la précision de la prévision passe par la révision de la prévision, disons périodiquement, et surtout, donc on essaie de rester dans une période plus ou moins maîtrisable, comme les 3 mois et 6 mois, plutôt que de faire des prévisions un peu longues. Bien. En tout cas, quelle que soit la situation, on arrive finalement, et c'est quand même à valeur ajoutée, car vaut mieux savoir de manière approximative où l'on va, plutôt que de ne rien savoir et puis d'aller à l'aveugle dans des décisions qui pourraient nous coûter très cher, coûter cher à l'entreprise. Très bien. Maintenant, le moyen et long terme. C'est difficile de dire ce que c'est que le moyen terme, hein, en termes de définition, mais en tout cas pour l'entreprise, c'est le long terme, parce que quand elle s'engage dans un investissement qui l'engage sur 7 ans minimum, on est déjà un peu dans le long terme. Bien. Et puis bien sûr, sauf dans la direction générale qui, elle, voit les choses sur des périodes un peu longues. Alors, l'investissement et le financement sont des problématiques qui se situent éminemment dans un espace de moyen et long terme à venir. Donc, nous travaillons dans la prévision. Donc, dès lors qu'on parle choix d'investissement et ainsi de suite, on fait des prévisions. Nous ne travaillons pas sur des projets qui ont été déjà réalisés, parce que ceux-là,
pour cela, il n'y a aucun problème, la décision a été prise. Maintenant, il ne s'agit pas de voir s'ils sont rentables, il faut travailler pour qu'ils soient rentables. La problématique est posée différemment. Bien. Donc voici c'est les éléments donc, des espaces-temps dans lesquels les disciplines sont posées et donc pour lesquels il est important de savoir justement, de savoir eh bien, à la fois les différentes disciplines et leur situation dans le temps. Bien. On peut étudier la typologie des différents investissements. Alors, on peut voir par exemple les différents niveaux d'investissement. On a les investissements de renouvellement, donc ceux qui ont pour objectif de renouveler les immobilisations parce que soit ils sont complètement vétustes, ou soit ils sont également dépassés par la technique. Quelquefois, il y a des changements de technique de production qui est imposé par le marché et qui fait que l'investissement ou les machines qui sont en cours sont déclassées et puis on est obligé de passer à un autre niveau de technique et de technologie de machines différentes. Ou bien, il y a aussi des investissements de productivité, c'est-à-dire leur but est d'améliorer le rendement des machines. Mais bon, on a aussi des investissements dont l'objectif est d'accroître la capacité de l'entreprise. Ce sont des investissements d'expansion qui permettent d'augmenter la production, la distribution et d'autres éléments pareils. Bien. Donc, au-delà de ces éléments, eh bien, l'essentiel pour nous, c'est, disons, de comprendre la problématique de l'investissement telle qu'elle est posée à l'entreprise et à travers ces différents aspects. Alors, comment se présentent un peu ces projets d'investissement pour l'entreprise? Eh bien, ils se présentent en général de la manière suivante. Nous avons un projet avec des caractéristiques techniques qui permettent une production donnée, mais avec des variantes. Par exemple, on a un projet A qui permet de réaliser chaque année 5000, 6000 unités. Bon, je caricature, hein, c'est pas comme ça que les choses se passent, mais c'est juste pour comprendre. Et puis, bon, on a à l'intérieur de ce projet plusieurs variantes. Donc, on peut prendre la gamme, le haut de gamme, le bas de gamme, la moyenne gamme, avec des productivités différentes. Donc, il y a des variations au niveau de la quantité fabriquée possible, c'est-à-dire au niveau de la capacité de production et ainsi de suite. Et puis, on fait justement, donc nos calculs se font à l'intérieur de cette fourchette. Et puis, on différencie les variantes du projet et on essaie de voir quelle est celle qui sera la meilleure. Bien. Une chose est certaine, c'est que il faut savoir que chaque investissement, et ça c'est vraiment un élément important, chaque investissement nouveau ou d'extension, eh bien, il implique obligatoirement une augmentation ou une présence importante du besoin en fonds de roulement. C'est vraiment un élément important, ça, cet aspect des choses. Obligatoirement, quand on l'a vu dans l'exploitation d'une entreprise qui est déjà en cours, ce qui est important, c'est que la continuité de l'exploitation exige une variation continue du besoin en fonds de roulement, qui en devient finalement un besoin de financement de longue durée par la répétition des cycles d'exploitation. L'activité d'exploitation est financée naturellement par des moyens financiers de courte durée, parce qu'en réalité, les financements corroborent à peu près les besoins des emplois, les besoins des cycles. Seulement,
la répétition de ces cycles impose un besoin en fonds de roulement qui se répète dans le temps et qui finalement en devient permanent lui-même. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il exige un fonds de roulement permanent. D'accord? Donc, et voilà, donc c'est pour cette même raison que l'entreprise doit disposer d'un fonds de roulement, c'est-à-dire d'un excédent de moyens de financement permanent sur les immobilisations. Ça donne un fonds de roulement qui est constitué de fonds à long terme, mais qui, contrairement à ce qu'on appelle l'orthodoxie financière, ben, il finance quand même un besoin de courte durée. Mais comment cela se justifie? Ben, ça se justifie par la répétition des cycles, et finalement ces cycles-là imposent un besoin, et finalement ils induisent, cette répétition induit un besoin en fonds de roulement qui a un caractère de longue durée. Alors, est-ce qu'on finance le besoin en fonds de roulement et l'exploitation exclusivement par des moyens de longue durée? La réponse est non. Parce que cette continuité implique qu'on doit avoir des moyens financiers de longue durée, mais ce n'est pas obligé d'avoir la totalité du besoin en fonds de roulement disponible. Pas obligé. Parce que sinon, ben, d'abord, quelquefois c'est impossible dans les entreprises. Mais en plus de cela, c'est peut-être pas un bon signe de bonne gestion. C'est pas un signe de bonne gestion de disposer d'un fonds de roulement disponible. Pas du tout. Parce que il y a un risque que le fonds de roulement soit composé d'une partie, en partie en tout cas, par une dette à long terme, qui généralement coûte plus cher que la dette à court terme. Et en plus, il y a des moments où l'entreprise n'a pas de besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire qu'elle dispose de fonds. Alors, si on est dans cette période, soit parce qu'on dispose de fonds, soit parce que la production arrive à un niveau relativement bas, comme la période des fêtes ou autres, ou des congés, et finalement, on n'a pas un niveau de production élevé, et donc on n'a pas besoin d'avoir des moyens financiers. Alors si en plus, pendant cette période-là, nous avons des moyens financiers non utilisés pour lesquels nous payons des intérêts, là, c'est vraiment problématique au niveau de la recherche de la rentabilité de l'entreprise. Donc voilà un petit, si on veut, quelques configurations un peu difficiles hein, de la gestion de l'entreprise, parce que bon, on n'a pas toujours le choix et on n'a pas toujours la solution idéale. On est toujours en train de trouver un chemin moyen entre deux chemins difficiles tous les deux et qui impliquent tous les deux un coût pour l'entreprise. Donc, à chaque fois qu'on pense à un investissement, il va falloir penser aussi aux besoins en fonds de roulement nécessaires. Alors, pourquoi c'est important d'y réfléchir? Non seulement pour la bonne marche du projet lui-même, mais en même temps sur la technique de financement et de la manière de calculer, la rentabilité de l'entreprise. Ce besoin en fonds de roulement, nous pouvons le considérer d'emblée, d'ores et déjà, comme une sorte de charge a priori qu'il va falloir préparer. Parce qu'on doit préparer comme si c'était, disons, une somme de salaire, n'est-ce pas? Une somme de salaire à prévoir déjà au départ. Alors, si on la prépare déjà au départ, elle doit subir le même traitement que l'ensemble des éléments de recettes et dépenses que nous verrons plus tard, qu'on appellera autrement. Donc, les besoins en fonds de roulement fait partie des charges a priori nécessaires pour la réalisation d'un projet et il va falloir la traiter comme telle. Et il va falloir la traiter de la même manière que l'ensemble des éléments sur lesquels on va travailler plus tard, n'est-ce pas, dont on donnera le nom approprié à ce moment-là, un peu plus tard. Nous venons de voir l'une des caractéristiques de l'investissement. Chaque investissement a un ensemble de caractéristiques, un ensemble d'éléments ou de phénomènes liés, dont le premier, c'est cette variation des besoins en fonds de roulement. Donc, à chaque fois qu'on parle d'un investissement, la composante besoin en fonds de roulement est une composante essentielle.
L'autre composante tout à fait particulière et importante à prendre en considération est ce qu'on appelle la durée de vie, petit n, elle est notée petit n. Donc la durée de vie d'un investissement est un élément important. Si on veut la définir, on dira c'est la période pendant laquelle le projet est censé vivre, disons, de manière euh, pas idéale, mais de manière satisfaisante, et qu'il rapporte pendant cette période-là des, des flux de liquidité, ce qu'on appelle des cash flows. Cash flow, flux de liquidité. C'est le nom anglais, mais c'est aussi le nom, bon, pour le nom français, flux de liquidité. Et le cash flow, c'est le concept qui est utilisé dans le domaine financier pour tout ce qui est relatif au choix d'investissement. Nous verrons un peu de quoi, qu'est-ce que le cash flow plus tard. En tout cas, pour l'instant, on dira flux de liquidité. Chaque projet rapporte des flux de liquidité pendant une durée. Bien. Alors, la durée maintenant, à la fois elle est simple et difficile en même temps. Enfin, pas difficile, mais disons, elle a des composantes un peu qui la rendent tout à fait complexe. Alors, c'est la durée pendant laquelle techniquement un projet, n'est-ce pas, marche tout à fait normalement, c'est-à-dire que l'ensemble des machines n'ont pas de problème et ainsi de suite, y compris avec un peu de maintenance et ainsi de suite. Bon, à un moment donné, ces machines arrêtent ne fabriquent plus, ne donnent plus ce qu'on attendait, soit parce que techniquement il n'y arrive plus, soit parce que le marché ne veut plus de ce produit-là ou des choses. Donc, différentes considérations peuvent faire que cette durée est plus ou moins longue. Cette durée est plus ou moins longue en fonction aussi des caractéristiques techniques des machines achetées. Donc, on peut acheter des machines qui ont ce qu'on appelle, qui sont, comme on dit en anglais, heavy duty. Ça veut dire qu'ils ont une longue période de devoir, c'est-à-dire de devoir accompli. Elles peuvent rester longtemps, n'est-ce pas, en fonction, ou des machines qui, technologiquement, sont dépassées par les événements rapidement. On en a des exemples, hein, des produits qui sont technologiquement dépassés très vite. Ils ont une durée de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie relativement court. Mais les machines, elles, en général, elles ont une durée de vie quand même relativement longue, notamment dans un pays comme le Maroc où on fait de l'entretien et on répare les machines à l'infini. Donc, pourquoi pas? C'est pas péjoratif, c'est tant mieux. Bien. Alors, maintenant, on peut aussi caractériser les projets d'investissement par rapport à leur durée. Alors, et ça caractérise même quelquefois le comportement même de l'investisseur. Alors, si on réfléchit 2 minutes, au Maroc, on peut dire que généralement, les investissements qui sont pratiqués dans l'économie marocaine de manière collective et de manière massive, ce sont des investissements dans des domaines commerciaux, dans les magasins, dans les cafés et autres. Bien. Si on monte un peu plus dans la hiérarchie des investissements, on dira, ben voilà, donc le Maroc est actuellement connu mondialement d'ailleurs, et notamment en Afrique, par la croissance du marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier est constitué d'ailleurs à la fois par de très grandes entreprises, mais en même temps par des PME et par aussi des, des, des personnes physiques individuelles. Bon, il y a des personnes qui décident de construire un immeuble, soit euh, sous forme d'une entreprise, donc d'une commun intérêt entre plusieurs personnes qui ont en coopérative et qui décident d'y habiter, soit décident de le vendre aussi. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, les considérations sont différentes. Alors, qu'est-ce qui fait que
un certain nombre de PME, de très petites entreprises surtout, ou même les grandes d'ailleurs finalement, qu'est-ce qui fait qu'ils sont attirés par ces projets-là? Tout d'abord, bien sûr, ils ont été, pour leur grande majorité, disons, on a eu des facilités également, disons, de la part des pouvoirs publics pour augmenter, pour inciter les entreprises à aller dans ce domaine-là, depuis déjà un certain nombre d'années. Ça, c'est la première chose. Mais du point de vue de l'entrepreneur type lui-même, eh bien, beaucoup d'entrepreneurs sont intéressés par des projets de ce type parce qu'ils permettent de récupérer leur investissement relativement rapidement. Bon, donc, ce genre d'investisseurs ont comme priorité le temps nécessaire pour récupérer les moyens financiers qu'ils ont investis dans un projet donné. C'est ce qu'on appelle le délai de récupération, le délai nécessaire pour récupérer leur mise de départ, leur investissement initial. Bien. Donc ça, c'est une manière de voir. Ce sont des entrepreneurs qui ont ces caractéristiques-là et qui, pour eux, eh bien, pour eux, l'investissement le plus intéressant, ce sera celui dont la durée nécessaire pour récupérer la mise de départ est la plus courte. Bon. Mais nous avons d'autres catégories d'investisseurs qui sont des investisseurs des projets industriels. Alors, dans les projets industriels, l'investisseur ne cherche pas du tout la récupération de l'investissement. Ce n'est pas son but. Son but, c'est le développement d'un métier, parce qu'en général, et particulièrement quand il s'agit des investisseurs qui s'y connaissent dans leur métier. C'est-à-dire, on peut par exemple trouver des ingénieurs qui fabriquent des pièces métalliques de différents types, sur lesquels ils font des études de faisabilité, des études techniques, et puis bon, qui réalisent des choses, qui réalisent des produits, ainsi de suite. Cela, pour eux, ce n'est alors bien sûr, la rentabilité est un élément important, parce que sinon, si il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de continuité de l'activité. Donc pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est une réalisation d'un métier ou d'un savoir, mais aussi dans lesquels ils se reconnaissent eux-mêmes. Donc il y a aussi de la réalisation personnelle. Mais en même temps, ce qui les intéresse, c'est le développement de leur outil de production et le développement économique de l'entreprise à travers la croissance, à travers le fait d'avoir des machines sur place et ainsi de suite, et donc un investissement continu. Ce n'est pas tellement l'enrichissement personnel qui est leur but, mais c'est le fait de réaliser quelque chose. Alors, bien sûr, la rentabilité et les moyens financiers viennent par la suite, mais ce n'est pas l'objectif premier de ce genre d'investisseurs. Parce que, en général, ceux qui cherchent juste l'enrichissement font de la spéculation. Et nous ne parlons pas de cela, puisque de toute manière, pour eux, la spéculation ne rentre pas dans le domaine des choix d'investissement, puisqu'on n'étudie pas tellement la rentabilité, mais on spécule en misant sur quelque chose dont on croit qu'elle va rapporter gros et rapidement. Bien. Donc, la durée petit m. Maintenant, il y a des projets aussi qui s'inscrivent particulièrement dans une durée, mais très longue. Une durée très longue. Bon, alors par exemple, les travaux publics, les autoroutes, la construction de ports, la construction d'aéroports, construction d'avions, et ainsi de suite. Ce sont des projets qui ont une durée de vie très très longue, 50 ans, une centaine d'années, et ainsi de suite. Alors ceux-là n'intéressent pas tellement les investisseurs privés. En général, c'est l'État qui prend en charge ce genre d'investissement, quoique de plus en plus maintenant, on a trouvé des techniques tout à fait particulières pour réaliser ce genre d'investissements qui sont très très lourds. Et vu le manque de moyens financiers, l'imagination est ouverte à ce niveau-là pour trouver des techniques. Alors par exemple, pour la construction notamment des ports, on a trouvé la technique de la concession sur une soixantaine d'années ou une cinquantaine d'années pour une entreprise privée. Donc on lui dit, vous réalisez cette partie du port
et vous l'exploitez pendant 50 ans, 60 ans. C'est une technique de financement qui est complètement tout à fait intéressante. C'est bien, parce que ça permet. Ou bien, au lieu de dire, au lieu de la construction, en général, c'est plus l'équipement. Par exemple, on dit, ben voilà, ben vous mettez les portiques nécessaires. Et les portiques, vous savez, ces fameuses grues qui sont suspendues sur les ports et qui ont un coût très très élevé. Alors, ces, ces, euh, ces investissements sont tellement lourds, et puis bon, on peut donner donc en concession à des entreprises. Tangemed est un exemple de ce genre de technique de financement de l'équipement nécessaire pour technique pour l'équipement, disons, du port. Bien. Alors, voici un tour d'horizon des différents types d'investissements et particulièrement de cette fameuse durée petite n qui est vraiment importante à comprendre parce qu'elle va jusqu'à donner des caractéristiques liées à la personnalité même des investisseurs. Alors, une fois que la durée de vie est terminée dans une entreprise pour un projet donné, eh bien, on se dit, ben voilà, donc on se dit, nous allons étudier la rentabilité sur cette durée-là. Bon, alors c'est difficile, mais il va falloir aussi arrêter la durée de vie d'un projet, parce que sinon, comment voulez-vous déterminer la rentabilité d'un projet? Alors, à la fin de la vie d'un projet, il se trouve que les machines n'ont pas une valeur égale à zéro. Alors, peut-être la valeur nette comptable est nulle, mais la valeur économique, elle est là. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait, euh, vendre une partie des immobilisations. Mais en réalité, on les garde. Mais on les garde. Et c'est le cas général, et c'est tout à fait normal. Mais à la fin, que fait-on de la valeur, pas des machines, les machines elles vont rester dans l'entreprise, mais que fait-on et comment voir et comment considérer la valeur qui reste, qu'on pourrait appeler valeur résiduelle des immobilisations. Valeur résiduelle. Alors de quoi s'agit-il? Valeur résiduelle. La valeur résiduelle en finance, c'est la valeur des immobilisations d'un projet d'investissement à la fin de la durée petit n. La fin de de vie petit n. Alors, la fin de durée, ce n'est pas la fin de la durée de vie parce que le matériel ni le projet ne sont pas morts, mais c'est la durée sur laquelle on calcule la rentabilité. Alors, elle est supposée être la durée de vie normale de l'immobilisation, mais ce n'est pas certain. Ça ne coïncide pas obligatoirement. Donc, la valeur résiduelle, de la même manière qu'on a vu en début de projet d'investissement, qui de toute manière est prévisionnel, il se situe dans le futur. Donc, de la même manière qu'on a vu la naissance d'un enfant de roulement en début de projet, on est en droit de s'attendre, si ça existe, à une valeur résiduelle en fin de projet. Fin de projet N. Donc, à la N- au temps T0 de N, nous partons avec un besoin en fonds de roulement et euh, au temps N plus 1, on termine avec une valeur dite résiduelle. Bon, elle peut être égale à 0, donc peut ne pas figurer dans le projet lui-même. Bon, on peut ne pas la prendre en considération. Mais en tout cas, si jamais il était question d'avoir cette valeur, eh bien, il va falloir la prendre en considération comme une entrée éventuelle d'argent, c'est-à-dire comme un produit. Nous avons vu le besoin en fonds de roulement de départ comme une sorte de charge, eh bien, la valeur résiduelle serait naturellement une sorte de produit. Bien. Alors, qui va être traité de la même manière. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux besoins en fonds de roulement normal, besoin en fonds de roulement, eh bien, qu'il va falloir traiter de la même manière que l'ensemble des éléments de recettes ou de dépenses, n'est-ce pas, qui sont étudiés dans la durée du projet. Nous allons revenir maintenant à une
à une notion très importante, c'est la notion du temps. La notion du temps, celle dont on a parlé, justement, celle dont on a parlé au début de cette intervention. Le temps. La technique d'actualisation. Alors, pour mieux appréhender cette technique, en fait, on va regarder quelque chose qui va illustrer cet élément. La technique d'actualisation. J'espère que j'ai le schéma nécessaire. Sinon, bon, bah, je vais le... Voilà. Voilà. Alors, revenons à cette notion de temps parce qu'elle est vraiment importante dans la discussion et dans l'analyse de la problématique de l'investissement et du choix d'investissement. Nous nous situons dans le présent et nous sommes en train de voir comment, quel sera le comportement du point de vue de la rentabilité d'un projet donné. Bien. Alors, sur la technique et la manière de voir les choses. Alors, vous avez déjà étudié en technique de mathématiques financières, vous avez étudié deux techniques opposées par rapport à la considération du temps en présent et en avenir, disons conjugaison du temps en présent et avenir par rapport à une valeur donnée. Bien. Lorsque nous avons une valeur, un montant, je dirais un montant. Quand je dis montant, c'est par rapport au chiffre, et quand je dis valeur, c'est par rapport à ce qu'elle est intrinsèquement. C'est-à-dire après avoir été pesée, analysée, jugée soit personnellement et ainsi de suite. Donc, on a une période, un montant au présent. Et on veut le projeter dans l'avenir. On veut le projeter dans l'avenir. D'où le point d'intersection dans l'avenir. Nous voulons savoir, en réalité, combien il va nous rapporter en le plaçant à un taux composé, à un taux de rendement composé, un taux d'intérêt composé. Nous cherchons à savoir, c'est la valeur à venir qu'on appelle, comment on l'appelle cette valeur à venir? Je vous laisse 10 secondes pour le dire, vous le dire vous-même. Donc, cette valeur future d'un investissement présent, d'une valeur donnée, comme ici 55 000 $, par exemple, va apporter un montant déterminé. On appelle cette valeur ou ce montant futur, on l'appelle la valeur acquise. Valeur acquise. Donc la valeur acquise, c'est le montant qu'un investissement présent va apporter dans une période déterminée. Bien. Maintenant, nous avons nous avons fait les prévisions et nous avons une valeur future qui se situe à la 3e année ou la 4e, peu importe l'année. Alors, cette valeur qui va, par exemple, un projet va apporter une valeur donnée à un moment. Donc, nous avons fait nos projets sur 5 ans, 6 ans. Et à la 4e année, on a une valeur de 100 000 $ ou 100 000 dirhams. Bon. Mais c'est l'équivalent de quoi en termes présents? C'est-à-dire, au moment d'aujourd'hui, comment appréhender cette valeur? Bien. Car déjà, cette valeur-là, enfin, ce montant n'a pas la même valeur aujourd'hui ou demain ou après-demain. Tout d'abord, donc il va falloir trouver quelque chose, une technique qui nous permet de le ramener vers le futur afin d'apprécier sa valeur intrinsèque. On appelle cette technique l'actualisation. Donc l'actualisation, c'est la technique inverse de la capitalisation qui ramène un montant futur vers le présent en lui appliquant un taux d'intérêt composé également.
un taux d'intérêt composé. Bien. Alors, mais pourquoi? Pourquoi avoir besoin de ramener une valeur future au présent? Tout part de la valeur qu'on donne au montant, qui sont différents à la fois dans le temps et même dans le présent et suivant les personnes et bien sûr suivant les entreprises. Bien. Bon, les entreprises sont dans des situations différentes de rentabilité et de pression de la trésorerie, ce qui fait que euh, l'entreprise A qui a une rentabilité, qui a un niveau de trésorerie satisfaisant, ben, n'a pas tellement de pression sur la trésorerie et le fait de lui proposer, disons, une trésorerie future ou présente dans immédiate, c'est-à-dire sur une semaine ou quelques jours d'un montant déterminé. Par exemple, vous lui dites, voilà, je vais vous faire une avance, mais vous me réduisez le prix. Je vais vous faire une avance sur la marchandise, mais finalement, elle n'est pas tellement intéressée parce que si vous lui réduisez le prix d'un niveau élevé, ça va diminuer sa rentabilité. Elle n'est pas intéressée. Pourquoi? Parce qu'elle a suffisamment de moyens financiers par ailleurs. Donc là, elle ne donne pas à votre avance, c'est-à-dire au montant, une valeur importante. Par contre, une entreprise qui est dans le besoin et vous venez lui dire, je vous fais une avance, mais vous me faites une réduction, bah, elle est plutôt intéressée. Pourquoi? Parce que tellement il a une pression sur la trésorerie qu'elle sait que si jamais elle devait aller chercher des moyens financiers, elle demanderait à la banque qu'il va lui imposer un intérêt important. Et donc sa rentabilité future tendra à baisser. Bien. Prenons la chose différemment. Si nous étions une classe d'étudiants virtuelle comme celle-là, vous êtes tous devant vos ordinateurs et la question est de vous dire, ben voilà, est-ce que vous êtes prêt à prêter? Parce qu'un de vos camarades s'est levé et il a dit, ben voilà, j'ai besoin d'un montant donné là maintenant, aujourd'hui. J'ai besoin d'un montant déterminé aujourd'hui, 10 000 dirhams. Nous sommes au mois de décembre, donc janvier, et je vous le rends au mois de juin. 10 000 dirhams. 5 000, allez, disons 5 000, c'est plus facile. 5 000 dirhams, n'est-ce pas? Et il a besoin de 5 000 dirhams parce qu'il faut aussi voir la capacité de remboursement de l'étudiant. D'accord. Donc, il dit, bah, j'ai besoin de 5 000 dirhams aujourd'hui et je vous les rendrai en juin. Mais je vous le donne je vous donne 6 500 dirhams. Donc, il y a un gain de 1 500 dirhams sur cette période-là. Bon. Alors, d'abord, est-ce que tout le monde dira oui? Vous imaginez bien que la réponse est non. Donc, tout le monde n'acceptera pas. Pour différentes raisons, d'ailleurs. Pour différentes raisons. Il y en a qui diront, ben non, parce que je n'ai pas cet argent. Bon. Mais ce n'est pas le problème, parce que pour qu'on puisse comprendre l'idée sous-jacente, bon, on dira que certains, quand même, accepteront. Il y en a qui ont l'argent et qui ne vont pas prêter. Bah, pour une raison simple, pour des raisons différentes d'ailleurs. Soit parce qu'ils se disent, bah, cet argent, moi j'en ai besoin. C'est-à-dire que l'utilité de la valeur dont on parle aujourd'hui pour eux est tellement grande qu'ils ne peuvent pas s'en séparer, même si elle aura un intérêt où elle va augmenter au mois de juin. Elle passera de 5 000 à 6 500 dirhams. Donc, ces jeunes qui ont besoin de cet argent parce qu'ils ont des projets immédiats, pour eux, cette valeur, la valeur qu'ils donnent à ce montant est très importante. Elle dépasse de loin les 6 500 dans le futur, c'est-à-dire vers le mois de juin. Donc, l'utilité est telle, actuellement, que le montant va avoir une valeur supérieure à la valeur future. Bien. Mais il y en a d'autres qui ont cet argent et qui se disent de toute manière, moi, si je laisse ces montants là, parce que j'ai plusieurs versions de 5 000 dirhams, j'en ai plusieurs, donc j'ai un montant de loin supérieur à cette valeur-là, et puis s'il reste, ben, il restera 5 000, y compris pendant le mois de juin. Alors à la fin, je vais accepter parce que bon,
pour moi, c'est comme si, voilà, c'est en train de, je l'ai mis dans une réserve et en plus, ils vont me rapporter. Donc, c'est un placement. Pour ce groupe de personnes ou cette personne-là, eh bien, pour elle, disons, l'intérêt de ce moyen financier est minime actuellement et qu'il peut tout à fait s'en séparer, sachant que la rémunération future justifie la séparation par rapport à cette ressource actuelle et donc et ça n'implique aucun besoin pour, pour lui sur cette période-là d'ici jusqu'au mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces comparaisons? Que les montants n'ont pas la même valeur suivant les personnes. Et en plus, ils n'ont pas les mêmes valeurs dans le temps. Donc, la valeur intrinsèque d'un montant déterminé est variable suivant les personnes et suivant le temps. On ne donnera pas la même valeur intrinsèque à un montant déterminé, n'est-ce pas, selon que l'on a besoin, parce que j'ai un projet soit de voyage, soit d'investissement, soit autre, n'est-ce pas, par rapport à quelqu'un qui ne fera aucun emploi de ce moyen financier disponible parce que, bon, il y en a plusieurs versions. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, il a un montant de loin beaucoup plus important. Et si jamais il le gardait, ça va juste être thésaurisé, ça va dormir et il n'aura aucun rendement. Bien. Donc, nous venons de voir deux considérations qui font que la valeur d'un montant est différente selon les personnes et selon le temps. Bien. Mais il y a autre chose. Les personnes qui ont de l'argent et qui n'ont pas voulu prêter, ben, parmi eux, il y a certains qui n'ont pas besoin de cet argent tout de suite, mais qui, elles, ces personnes ont peur de l'avenir. Ils te disent, ben voilà, moi je ne sais pas de quoi demain sera fait et je ne sais pas du tout si j'ai la possibilité de récupérer mon argent ou non. D'autres disent, ben voilà, c'est risqué. Il y a un risque. Il y a un risque lié à non seulement à la non-récupération, mais il y a des risques liés à différentes choses. Il y a les risques liés à l'inflation. Mais l'inflation, elle vient en fin de parcours, je veux dire. Ce n'est pas l'élément essentiel de l'appréciation du montant, mais elle est importante quand même, parce que les banques le prennent en considération, en tout cas dans la détermination du taux d'intérêt. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, dont je suis en train de parler, ces étudiants pour lesquels eh bien, la proposition a été faite, eh bien, ils vont penser aussi aux risques, aux différents types de risques. Ils vont faire une cartographie des différents types de risques et ils vont se dire, ben, les risques sont trop importants et moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'y aller. Donc, la notion de temps est fondamentale dans l'appréciation des montants liés à l'investissement, parce que dans l'investissement, on est tout de suite et obligatoirement ancré dans un espace-temps futur. Donc, c'est de la prévision. Et quand je fais de la prévision, obligatoirement, donc je vais cadencer mes recettes et mes dépenses dans l'avenir, et ces recettes et dépenses n'ont pas du tout la même valeur intrinsèque qu'une valeur actuelle. Il est tout à fait. Alors, quelle est cette valeur actuelle dont je parle? Bon, forcément. Alors, la dépense, elle va se faire en temps voulu, c'est-à-dire si par exemple j'ai une dépense ou une recette qui va se réaliser au temps t plus 3, bah, ça y est, je l'apprécierai moi-même, je serai à ce moment-là, c'est-à-dire le temps t plus 3 finira par devenir le présent. Et donc à ce moment-là, j'apprécierai la valeur pour ce qu'elle est. Sauf que nous n'y sommes pas. Nous sommes au temps t0. Nous sommes en train de faire de la prévision. Et au temps t0, j'ai dépensé un montant donné de l'investissement. Donc, pour un projet d'investissement, nous avons été voir la banque, elle nous a financé, avec un taux d'intérêt d'ailleurs,
un taux d'intérêt qu'il va falloir aussi prendre en considération. Donc, ce montant-là, c'est le montant de la dépense initiale. Et cette dépense initiale a une valeur donnée qui, elle, est appréciée dans le temps présent. Par exemple, j'ai 1 million de dirhams d'investissement aujourd'hui. Je sais qu'est-ce que c'est qu'1 million de dirhams aujourd'hui. Je peux même le représenter en équivalent appartement, en équivalent voiture, en équivalent autre. Je sais apprécier, je sais l'apprécier par rapport à ce qu'il peut m'apporter aujourd'hui, autre que l'investissement lui-même, si j'utilisais ailleurs. Je sais quelle est l'importance de la valeur que je lui donne maintenant, au-delà de sa valeur intrinsèque. Bien. Mais je ne sais pas quelle est la valeur que je donnerais à 1 million s'il était situé dans 5 ans, 6 ans. Je ne sais rien du tout par rapport à cela, parce que je ne connais pas le contexte temporel dans lequel je me situerai d'ici 5 ans ou 10 ans. Beaucoup de choses vont changer. Voilà. Donc, l'actualisation ou la technique qui consiste à ramener une valeur future vers le présent est un élément fondamental de la comparaison pour un projet, pour l'évaluation d'un projet d'investissement. Sauf que, en réalité, nous avons nos investisseurs, comme j'ai dit, ne sont pas de même culture, ne sont pas de la même culture et n'ont pas la même éducation et la même manière de voir les choses par rapport à l'investissement et à la durée petite n. Certains investisseurs dont on a parlé tout à l'heure, ceux-là sont intéressés par un critère unique, le critère de délai de récupération. Quand est-ce que je vais récupérer ma mise de départ, mon investissement, mon investissement de départ qu'on va noter I0, l'investissement initial du temps T0. Donc, cet investissement initial, eh bien, il a été fait à un moment donné, et puis l'entrepreneur cherchera à investir dans le projet qui lui permettra de récupérer rapidement sa mise, et bien sûr, après, eh bien, il va continuer à engranger des bénéfices. Donc, c'est pour ces investisseurs-là, le critère qu'ils vont utiliser pour choisir disons, un projet ou pour départager des projets sera ce qu'on appelle le délai de récupération. D'accord, le délai de récupération. C'est quoi ce délai de récupération? Le délai de récupération d'un investissement, c'est le nombre de périodes, le nombre d'années, ça dépend de la cadence de découpage du projet, mais en général c'est l'année. Donc c'est le nombre de périodes ou d'années nécessaires pour récupérer le montant de l'investissement initial, I0. Alors, comment on appréhende cette manière de voir, cette technique qui consiste à voir uniquement le délai de récupération et sans se préoccuper ni de l'actualisation des valeurs? Eh bien, on essaie de se dire, comme c'est une prévision, particulièrement dans ce domaine-là et dans ce concept particulier délai de récupération, il y a des hypothèses de départ. Alors, ce sont des hypothèses généralement qui sont utilisées dans beaucoup de systèmes de prévision. C'est ce qu'on appelle la prévision linéaire. On en a parlé d'ailleurs, y compris dans le besoin en fonds de roulement normatif. Donc, la prévision linéaire, on considère que les choses vont se réaliser exactement comme dans le passé. Donc, on va chercher un trend, on va calculer l'évolution des choses dans le passé, et puis on dira, voilà, ça devrait continuer. En réalité, l'idée, c'est de dire,
pour l'année, dans une année, les cash flows sont distribués de manière égale dans l'année. Alors, par exemple, si un projet est caractérisé par un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année N plus 1 pour un montant de 12 000, peu importe le montant, en millions de dirhams, hein, donc 12 000, ça voudrait dire que chaque mois, je vais réaliser 1000. Chaque mois, je vais réaliser 1000. Je vais vendre 1000. Je récupère 1000. Voilà, dirhams, en millions de dirhams. Donc, ça, c'est cette hypothèse de régularité de la cadence des dépenses et des charges est un élément important, bien sûr, pour trouver le délai de récupération. C'est d'ailleurs la seule, il n'y a pas de formule, c'est la seule indication. C'est la seule indication qui nous permet de trouver la période exacte à laquelle le projet va permettre de récupérer le montant investi. Bon, très bien. Donc, on peut définir le délai de récupération comme la période nécessaire, n'est-ce pas, pour que le cumul, alors voilà, donc quelque chose qui va aider aussi dans l'évaluation d'un projet, comme le cumul des cash flows, des flux de liquidité générés par un projet qui vont être égales au coût du projet, c'est-à-dire à l'investissement. D'accord? Donc, je vais cumuler les cash flows de manière à voir un peu à quel moment exact je vais pouvoir récupérer mon investissement. Alors, ça, ce n'est pas du tout une formule, mais c'est juste une expression algébrique, juste pour qu'on puisse savoir. Alors, le délai de récupération non actualisé d'un projet qu'on va appeler DR, qu'on va noter DR, est tel que la somme sigma de T égale à 1, c'est-à-dire d'une période de 1 jusqu'à N, de sigma cash flow sur TI égale à I0. D'accord? Donc, c'est la somme des cash flows sur le nombre de périodes de T à N, n'est-ce pas? T1, T2, T3, Tn égale à l'investissement de départ. Quel est ce délai de récupération? Alors, ce n'est pas une formule, hein, parce que je peux faire la somme des cash flows, ça ne me donne pas la date, mais je veux savoir quelle est la date exacte, n'est-ce pas? La seule indication qui permet de le faire, c'est que les cash flows sont distribués de manière linéaire dans l'année. Ça, c'est une indication importante. Les cash flows sont distribués de manière linéaire dans l'année. Bien. Alors, je vais vous donner alors ça, je vais vous donner plutôt un exercice. Un exercice qui est celui-là. Voici deux projets. Un projet D et un projet T. Ils ont des cash flows distribués sur 4 ans. L'investissement est de 1000, l'investissement initial est égal à 1000. Alors, ces projets, donc le premier projet D ou DEL, eh bien, rapporte en cash flow pour la première année 500, pour la deuxième année 400, pour la troisième année 300 et pour la quatrième année 50. Bon. Nous voulons savoir à quel moment il va permettre de récupérer 1000. À quel moment on récupère 1000. Le deuxième projet a des cash flows, c'est le cash flow du projet T, tel.
le cash flow de la première année, le flux de liquidité apporté par le projet pour la première année est de 300, pour la deuxième année, 400, pour la troisième année, 400, et pour la quatrième année, 500. Alors, nous sommes dans l'année prochaine pour 1, T1 l'année prochaine, T2 dans 2 ans, T3 dans 3 ans, et T4 dans 4 ans. D'accord? C'est cash flow, bon, sans futur. Bon, mais ici, on n'utilise pas de techniques d'actualisation, mais nous voulons savoir quel projet sera le plus rentable du point de vue de cet investisseur. C'est-à-dire, quel est celui qui va avoir une durée la plus courte, et c'est celui-là que l'investisseur va choisir. Alors, attention, il faut d'abord, alors, tout à fait naturellement, il faut faire le cumul, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la formule, dans la définition, hein, ça facilite les choses. Donc, il va falloir voir le cumul. Je vais vous laisser 2 minutes, enfin quelques minutes, pour calculer cette valeur. Je vous laisse faire. Alors, normalement, pendant cette petite pause, vous avez fait le cumul, n'est-ce pas? Le cumul des cash flows. Alors, je vais vous montrer le tableau. Je pense qu'il n'est pas loin. Si, quand même, il est un peu loin. Pas grave. Alors, ce document, vous le verrez plus tard parce que je vous le mettrai directement sur je suis en train de voir. Bon. Je pense que le document a été, bon, c'est pas un vrai problème. Donc, on va essayer juste de voir, on va juste voir on va voir les valeurs directement. Je pense que c'est un projet. Maintenant, ici, il y a un taux d'actualisation. On va voir la valeur du projet. Peut-être qu'il y a à l'intérieur. Technique de l'actualisation. Très bien. Voilà, revenons à notre tableau. Donc, dans la petite ligne qu'il y a juste après, qui sépare les deux projets, on peut calculer la valeur cumulée des projets. Donc, je ne sais pas si la valeur y est, ça m'étonnerait. Donc, pour le cumul, donc ici, on va mettre le cumul. Donc, cumul du projet DEL. Alors, la première année, on a 500. La deuxième année, on cumule à 900. La troisième année, on a 900 plus 300, 1200. Et à la quatrième année, 1250. D'accord? Donc, on a, à la deuxième année, on a 900. Pour le projet TEL, ou T, donc on a 300 plus 400 en deuxième année, ça fait 700. Plus 3, ça nous fait 1100. Et à la quatrième année, 1600. Donc, on voit que pour le projet
pour le premier projet, on a 900 au bout de la deuxième année, et le projet suivant, on a 700 au bout de la deuxième année. Et que ce projet va rapporter la totalité de l'investissement de départ en troisième année. Sauf que pour les deux projets, alors maintenant, ben oui, ils ne sont pas égaux, ils ne permettent pas de récupérer le montant au même moment, parce que c'est vrai que c'est la troisième année, mais je veux savoir exactement à quel moment exact, quelle est la durée, quel est le délai nécessaire pour que le projet puisse me permettre de récupérer la mise de départ. Alors, on va arrêter cette intervention à ce niveau-là parce que je veux que vous eh bien, je veux que vous calculiez ce délai pour la prochaine fois et on continuera à la suite. Voilà, merci.